Bonsoir à tous, salam alaikum. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça faisait effectivement un moment que je n'ai pas eu l'occasion de diffuser, d'enregistrer une vidéo sur cette chaîne Analyse et Prospective. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Merci d'avoir été fidèle pendant tout ce laps de temps. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet brûlant, qui est ni plus ni moins que l'histoire de la présence de l'islam et des musulmans en terre de France. Voilà, vaste sujet d'actualité, puisque j'ai eu l'idée de cette vidéo en écoutant parler M. Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, qui, paraît-il, recueille à ce jour près de 17% des suffrages. Il me paraissait important, intéressant d'apporter un discours alternatif, de déconstruire l'imposture Zemmour, car il s'agit bien d'une imposture, d'une personne qui se présente comme écrivain, érudit, intellectuel, alors qu'en réalité, encore une fois, il s'agit bien d'un imposteur qui va tronquer la réalité au service de son idéologie raciste, comme on va le démontrer, basée sur la réparation d'une blessure personnelle, narcissique, liée à sa propre histoire. Voilà, donc c'est ce qu'on va tenter de démontrer à travers le cheminement de l'analyse de cette présence dans le temps et dans l'espace de musulmans en terre de France. Alors, commençons par rentrons dans le vif du sujet. Le débat principal tourne autour de la laïcité, la place de la laïcité, qui détermine effectivement un pilier de la République sur la place de la religion dans l'espace français. Donc la loi de la laïcité de 1905, reprise dans la Constitution de la Ve République de 1958, promulgue la séparation des religions avec l'État, en l'occurrence de l'Église et ce qui en découle de toutes les religions avec l'État. L'État ne se mêle pas de religion et la religion ne se mêle pas des affaires politiques. Mais, point important, et qu'effectivement l'établissement médiatique évite souvent de stipuler, alors que ce point est central dans la loi, aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est le fait que le citoyen est protégé dans sa liberté de conscience et sa liberté de croire, de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Ce qui veut dire que le principe de réciprocité n'est en aucun cas inclus dans la compréhension de la loi. C'est-à-dire que le citoyen, lui, reste libre de pratiquer sa religion comme il l'entend et comme il le souhaite dans son dogme à partir du moment où ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. C'est en ce sens d'ailleurs que ceux qui souhaitent interdire le port de ce qu'on appelle le hijab, du voile dit islamique dans l'espace public, est impossible dans le cadre de la Constitution actuelle. Il faudrait modifier la Constitution parce que le Conseil constitutionnel, qui est le garant de la Constitution française, ne pourrait en aucun cas accepter une telle loi qui porterait de fait atteinte à la liberté de culte, à la liberté individuelle. Donc le citoyen n'est pas laïque. L'État est laïque, le citoyen ne l'est pas. Le citoyen a son propre système de croyance tel qu'il l'entend dans le cadre de l'expression de sa liberté de conscience. C'est important de préciser ça parce qu'il y a une véritable dérive à l'heure actuelle. On l'a vu récemment avec la volonté de Macron d'imposer une charte des imams, une charte aux musulmans, qui ferait comme un espèce de droit d'exception qui oblige les instances musulmanes de montrer patte blanche et effectivement d'affirmer leur loyauté, leur pleine loyauté, non seulement aux lois, à la République, c'est pas évident, mais dans le cadre de la hiérarchie de leur croyance. C'est-à-dire, on leur demande d'écrire noir sur blanc la primauté dans leur croyance des lois de la République aux lois de l'islam, donc de leur religion. Alors, c'est complètement absurde. C'est comme demander, par exemple, à un chrétien de considérer que la République est supérieure à l'Évangile, aux évangiles. On peut comprendre qu'un chrétien qui s'affirme en toute franchise dans le cadre de sa foi, va toujours considérer que Jésus est au-dessus de Macron. Évidemment. C'est-à-dire que c'est complètement fou d'aller demander des gens d'inscrire noir sur blanc un reniement de leur croyance. Par définition, un musulman considère l'islam comme supérieur aux lois de la République. Mais, ceci étant, de façon pratique, le musulman est soumis au droit commun, comme tous les citoyens. Les lois existent, ce sont les lois de la République qui s'imposent en territoire de France, qui fait que si quelqu'un enfreint la loi du droit commun, il tombe sous le coup de la loi, et à partir de là, son acte, c'est d'être en contradiction avec la loi française, et de fait répréhendé et punissable.
Donc pourquoi demander une affirmation, pourquoi, encore une fois, aller beaucoup plus loin que le cadre tel qu'il est défini par la loi et demander une affirmation supplémentaire aux musulmans si ce n'est pas du populisme et de la démagogie et des gages donnés notamment aux partisans de Zemmour. Donc ça pose un vrai problème de fond, important de le soulever. Alors, tout mon discours et tout ce que je vais dérouler ici va s'appuyer bien sûr sur un maximum d'éléments factuels, vérifiables par tout le monde, en vue d'ouvrir le débat. Il s'agit d'alimenter, de nourrir ce débat. Voilà, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité exclusive, mais encore une fois, et c'est le but de cette chaîne, d'enrichir le débat et d'apporter un discours alternatif et de préciser les choses qui paraissent importantes. Bien sûr, je m'inscris dans mon propre référent, avec toute la subjectivité que cela veut dire. Oui, parce que j'en ai un peu marre, passez-moi l'expression, de tous ces gens qui se présentent libres, que leur opinion représente la vérité absolue et qui parlent en tant que personne libre. Personne n'est libre, tout le monde est conditionné. La seule différence, c'est qu'il y a des êtres un peu plus libres que d'autres, voilà, qui sont en capacité, à travers la connaissance et la recherche permanente de la connaissance, d'aller, encore une fois, chercher à enrichir dans la recherche permanente du juste, de la vérité. Et ça, c'est encore une fois une démarche qui ne se termine jamais. Donc je revendique le fait de parler en toute subjectivité et bien sûr, je suis tout à fait ouvert au débat, au contre-argument. C'est bien le but de cette chaîne. Voilà. Alors, ceci étant, donc, je viens de faire un laïus en ce qui concerne un point important, la laïcité. À partir du moment où la laïcité est comprise et appliquée en France, ça ne pose plus de problème quant à la liberté de conscience du citoyen, y compris dans l'expression personnelle de sa religion. Ça veut dire, par exemple, qu'un salarié sur son lieu de travail, l'islam, sa religion lui imposant 5 prières quotidiennes à l'heure de l'espace-temps où la prière doit être effectuée, peut avoir le droit, dans l'expression de sa propre liberté de conscience, de se mettre à l'écart, qu'un lieu soit prévu pour ça, pour effectivement prier tout simplement. Et qu'en y réfléchissant, si on devait appliquer la laïcité, c'est bien ce qui devrait se passer, comme ça se passe déjà dans beaucoup de pays du monde où il y a une minorité musulmane. Je pense au Royaume-Uni notamment, où les musulmans peuvent pratiquer leur religion tout à fait librement, y compris leurs 5 prières quotidiennes, à l'heure, sur leur lieu de travail le plus normalement du monde, sans que cela choque en quoi que ce soit. Et en France, une espèce de fermeture sur une lecture qui n'est plus la lecture de la loi de 1905, mais qui est du laïcisme. C'est-à-dire, en l'occurrence, effectivement, la perversion de cette loi qui voudrait imposer aux citoyens la non-expression, sous quelque forme que ce soit, de sa liberté religieuse. Et c'est pour ça qu'on embête les chrétiens avec leur crèche à l'occasion de Noël. Ils n'auraient pas le droit d'installer une crèche dans un lieu public. Pour certaines personnes qui délirent, le chrétien n'aurait pas le droit de porter une croix ou le juif une kippa. Voilà. Enfin, c'est encore une fois là une atteinte notoire à la liberté du citoyen de pratiquer ou de ne pas pratiquer, voilà, et d'arborer des signes extérieurs de religiosité, puisqu'encore une fois, à partir du moment où ça ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui, on ne voit pas en quoi ce ne serait pas quelque chose qui serait du ressort de lois liberticides. Je pense que tout humain qui veut bien réfléchir sans passion à ces questions-là ne peut arriver qu'à cette conclusion. Alors, pourquoi cette problématique propre aujourd'hui à l'espace français? Je pense qu'il y a des fractures qui traversent la société française. On va être tenté de les analyser. Et encore une fois, le but, c'est de comprendre, à travers les points de vue différents, de comprendre le cœur du sujet dont on parle. Donc, la France a un souci avec l'altérité, c'est-à-dire le droit à la différence. Il y a une volonté en France, et c'est le débat actuel, d'assimiler automatiquement ce qui pourrait paraître comme étranger. Voilà. Alors, la question, c'est de savoir d'où vient cela. Je vais donner mon point de vue. Ça vient d'une vision universaliste de la France qui est issue notamment du lendemain au lendemain de la Révolution. La Révolution française a démarré dans le bassin parisien et c'est là où, effectivement, c'est la révolution bourgeoise qui a précédé la révolution industrielle a imposé des normes, les dogmes même, on pourrait parler de dogmes de la République, qui visent à créer une nation avec une seule langue et une seule culture. Alors, quand on reprend l'histoire de France avec les rois de France,
la diversité était quelque chose qui existait en France, puisque la France elle-même est une construction de peuples divers. Ce sont les Bretons, les Normands, les Provençaux, les Basques, les Ch'tis, les Alsaciens et tous les autres que j'ai oublié de citer, mais c'est ça la France. C'est une construction de peuples qui avaient une identité régionale très forte, que la Révolution a écrasé, y compris dans le sang, a uniformisé dans le sang. On connaît tous l'histoire des Chouans en Vendée qui ont été effectivement écrasés avec une volonté de centraliser à travers cet uniformalisme, cette volonté d'assimiler qui part du bassin parisien, parce qu'il faut revenir à la cellule souche, à la cellule paysanne souche, où en l'occurrence le fermier attribuait l'héritage de la ferme à l'ensemble des garçons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de primauté sur l'aîné vis-à-vis du cadet, tout le monde héritait à part égale. Donc cet égalitarisme, cette vision universaliste, s'est concrétisé dans la vision portée par la République comme une uniformisation à outrance et une problématique de l'altérité, de la différence. Et c'est en cela où, effectivement, dans l'espace français, il y a une espèce d'allergie à tout ce qui pourrait paraître réellement différent. Il faut comprendre cela, y compris par les musulmans, pour comprendre les crispations que nous vivons actuellement. Alors, la question qui en découle tout naturellement, c'est de savoir, effectivement, est-ce que dans ce moule français, y a-t-il une problématique des musulmans dans le cadre de leur assimilation? Si, encore une fois, on analyse les choses de façon pragmatique, rationnelle, en dehors de tout cadre idéologique, et les démographes et les sociologues ne peuvent que le confirmer, on constate que les musulmans, comme toutes les vagues issues de migrations exogènes, donc étrangères, s'assimilent totalement. Alors peut-être pas aussi vite que les vagues migratoires européennes, donc espagnoles, italiennes ou polonaises, mais très concrètement, au bout de 3 générations, il n'y a plus aucune trace d'islam. C'est une réalité. Et prenons l'exemple, par exemple, des vagues successives de migration algérienne. On y reviendra sur l'Algérie parce que c'est un élément de l'histoire de la France et de l'Algérie, l'histoire contemporaine, c'est un point central dans cette peur, effectivement, entretenue envers le musulman. Bien, en l'occurrence, les vagues migratoires algériennes ont démarré dès 1870, au lendemain de la révolte d'Amokrane. Donc des Algériens issus notamment de la région de Kabylie ont pu immigrer vers la métropole. Et donc, en l'occurrence, on devrait retrouver en France des descendants d'Algériens qui remonteraient de cette migration de 1870. Alors évidemment, il y a très longtemps qu'il n'y a plus aucune trace. On parle de 3 générations, une génération étant de 25 ans, 3 générations, c'est 75 ans. Et si vous faites le calcul, ça marche parfaitement. Il y a une migration au lendemain de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, au cœur de Paris, un édifice, la mosquée de Paris, a été construite. Donc, ce n'est pas une petite mosquée de quartier, c'est une mosquée imposante qui a été construite, de fait, en remerciement des sacrifices des musulmans sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Un édifice religieux, donc une mosquée a été construite, un véritable complexe, parce que 30 000 musulmans résidaient dans Paris intramuros. 30 000 musulmans, donc, qui pouvaient profiter de cette très belle mosquée que tout le monde peut visiter encore aujourd'hui. Trouvez-moi les descendants de ces personnes qui priaient dans cette mosquée dans l'espace français actuel. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'effectivement, ils se sont dilués, assimilés totalement. Il y a eu d'autres vagues ensuite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, une autre dans les années 50, les années 60, dans les années 70, dans le cadre du regroupement familial. Et à chaque fois, ces vagues ont été assimilées au bout de 3 générations maximum. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me souviens en 1980, j'avais 10 ans en France, en 85, j'avais 15 ans, on parlait à l'époque de 5 millions de musulmans vivant en France. Nous sommes en 2020, et au jour d'aujourd'hui, tous les démographes vous diront qu'il y a à peu près 5 millions et demi de musulmans. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, le nombre de la communauté musulmane n'augmente pas. Il y a autant de sortants que d'entrants. Pour cette raison, je le répète, d'assimilation, de la machine à assimiler, qui fonctionne tout à fait normalement pour les musulmans comme pour les autres. Et la visibilité des musulmans en tant que tels et de l'expression de l'islam en terre de France ne continue à être visible que parce qu'il y a eu des mouvements, des vagues migratoires constantes. Voilà, si on reprend l'immigration algérienne comme je viens de le faire,
Il y a eu une immigration dans les années 60, les années 70, lors de la guerre civile algérienne des années 90 également, un mouvement migratoire. Donc, c'est ces vagues successives qui donnent l'impression, effectivement, d'une visibilité de Maghrébins, de confession musulmane, qui viendraient grand remplacer le peuple français. Or, c'est souvent limité à des zones géographiques spécifiques. Et je le répète, si on prend le cas de la migration des années 60, 60 plus 75 ans, ça fait 2035. À partir de 2035, au-delà de 2035, on ne trouvera plus de traces des descendants de ceux qui ont migré vers la France en 1960. Il n'y a pas de musulmans en France de 5e génération, y compris d'ailleurs chez les convertis. Les Français de souche convertis à l'islam, et Dieu sait s'il y en a, ces 2 derniers siècles, on parle pour les 30 dernières années de l'ordre de 4000 conversions en moyenne par an. On devrait donc, de façon logique, avoir de grandes familles de souches françaises musulmanes. Or, à ma connaissance, il n'y en a pas. De 3e, 4e génération, ça n'existe pas. Pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le modèle assimilationniste à la française, qui refuse l'altérité, fait fondre dans un même moule les gens qui deviennent Paul, Pierre, Jacques, et on pourrait multiplier les exemples. Qui sait, par exemple, que Édith Piaf est une grand-mère musulmane, ou Alain Bachung, son père était musulman. L'assimilation s'est faite très vite. Et pour certains, ça prend un peu plus de temps. Et c'est d'ailleurs une des raisons dont on pourrait poser, et on y reviendra plus loin dans la vidéo, dire que non seulement la communauté musulmane de France n'existe pas, mais la présence musulmane en France n'existe pas dans la durée. C'est une hérésie de parler de ça, on en parlera plus tard, mais les gens qui s'inscrivent dans une permanence en parlant de communauté musulmane de France, et là en l'occurrence, je parle des musulmans eux-mêmes, qui revendiquent ce droit à s'installer, à pratiquer, très bien, et qui s'imaginent qu'ils vont s'ancrer dans le temps, que l'islam va s'inscrire de façon pérenne dans le paysage français en terre de France. De mon point de vue, ils se leurrent totalement, parce que les chiffres leur donnent totalement tort. Et d'ailleurs, c'est un tabou dans la communauté musulmane, parce que si demain on devait prendre conscience de cela, il serait de fait dans l'obligation des imams, dont le rôle c'est de faire en sorte que l'islam se perpétue, de dire que vous ne pouvez pas vous inscrire dans la durée en terre de France, parce que ça se finira inexorablement vers une assimilation à terme. Donc que si vous voulez vous préserver l'islam pour vos descendants, vous n'avez qu'une solution, c'est de vous exiler. Voilà. Donc ce que je dis peut-être peut en choquer plus d'un, mais démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi le contraire. Donc là, ce qui est prétendu par un certain discours, et on parlait de Zemmour, que ces musulmans ont vocation à ne pas s'assimiler et à imposer leurs mœurs, leurs croyances de façon spécifique et en marge de la société pour construire un deuxième pays, une société parallèle, c'est du pur fantasme, c'est de l'idéologie qui ne tient pas une seconde l'analyse sociologique pour celui qui prend le temps d'observer les choses sans passion et de façon factuelle. Alors, afin de regarder effectivement la problématique en face, il y a quelque chose qui néanmoins est prégnant et existant, qu'on ne peut pas nier. Il y a une véritable peur actuellement, avec l'islamophobie, donc la phobie, la peur de l'islam et des musulmans, qui traverse la société française. Des Français qui ne sont pas du tout racistes, qui effectivement ne souhaitent que vivre en paix au sein de leur société, en harmonie avec leurs voisins. Quand on leur pose la question, pour beaucoup, au minimum, se déclarent d'ailleurs en très grande majorité avoir peur de l'islam et des musulmans. Ça, c'est également une réalité factuelle. Alors, quand on analyse cela, le pourquoi du comment et comment en est-on arrivé là, on peut développer 2 axes qui me paraissent très importants. C'est tout d'abord l'histoire coloniale. Et l'histoire coloniale, on va à travers le prisme là, très important de cette histoire de la période coloniale algérienne. C'est symptomatique parce qu'il y a un véritable traumatisme qui est né de cette période, de cette histoire, comme on va le voir, et qui aujourd'hui est couverte par une chape de plomb en France, par la République, donc qui est un véritable, on parle de tabou, et le mot est pesé, il s'agit bien d'un tabou, d'un refus d'approcher cette histoire et de la regarder en face. Et les tabous n'étant jamais bons, ceci ne fait qu'entretenir les fantasmes et les luttes mémorielles et les problématiques et le rejet, la peur, effectivement, qui en découle. Alors, pourquoi la période coloniale ?
Parce que, comme on va le voir, il y a une histoire spécifique liée à la relation, à la spécificité de cette période coloniale de l'Algérie, avec toute l'imagerie coloniale qui en découle. C'est-à-dire que pour prendre la terre à l'autre, pour le spolier, pour le voler, il ne faut pas voir en lui un être humain. C'est-à-dire que les Européens qui sont partis aux États-Unis, qui ont massacré les Amérindiens, ne voyaient pas en l'Indien un être humain à part entière. Sinon, c'est très difficile de lui faire subir ce qu'ont subi ces populations dans le cadre d'épopées coloniales ultra sanglantes. Alors, si on revient à la genèse, on est obligé de parler d'histoire, évidemment, de cette épopée ultra sanglante de cette histoire de colonisation algérienne, là aussi pour rétablir une vérité, ma vérité, issue de ma propre histoire, encore une fois, pour alimenter le débat. Comme on le sait, la France a débarqué en Algérie en 1830, débarquement de Sidi Flèche sur les côtes à l'est de l'Algérie, pour prendre à revers la ville d'Alger et donc faire tomber la régence d'Alger, voilà, qui régnait, qui était le pouvoir politique qui régnait sur l'Algérie à cette époque-là. Au moment où a lieu cette prise d'Alger, certains vont relier ça avec la fin de l'époque barbaresque, c'est-à-dire la traite des Blancs qui sévissait en Méditerranée, ou les flottes ottomanes, puisque la régence d'Alger était un vassal de la sublime porte de Constantinople, d'Istanbul, régnait sur la Méditerranée, et donc des galions étaient détournés et des esclaves vendus sur les places publiques algériennes contre rançon ou terminés en tant qu'esclaves dans les galions ou dans les tâches domestiques. Mais ceci ne tient pas à la route de l'analyse historique, puisque ça faisait au moins 30 ans que, en l'occurrence, suite à la révolution industrielle, qui a lieu à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre avec le moteur à explosion, les flottes anglaises et françaises étaient maîtres en Méditerranée. C'est-à-dire que la piraterie barbaresque, les corsaires barbaresques, ça faisait bien 30 ans que c'était déjà de l'histoire passée. Et d'ailleurs, il y avait un blocus d'Alger depuis 4 ans, de 1826 avant le débarquement jusqu'en 1830, qui était là. Et donc, ce prétexte de lutter contre la traite barbaresque, encore une fois, ne tient pas l'analyse historique. Ce qui tient par contre l'analyse historique, c'est qu'il y a un régime en France qui a des caisses vides, qui est exempte financièrement, et une régence d'Alger qui est très riche, voilà, qui avait accumulé des trésors. Donc ça, c'était une des raisons. Et puis, il y avait cette histoire de conflit diplomatique lié à une dette. L'Algérie était exportatrice nette de blé. Il y a eu 2 négociants algériens, les 2 négociants Bouchnak et Bakri, des juifs algériens qui avaient négocié, vendu du blé à la France et qui n'avaient pas recouvré leurs créances, qui n'avaient pas été payés. Et comme il se faisait de tradition à l'époque, le dé d'Alger a récupéré, a racheté cette dette aux 2 négociants pour se faire payer auprès de l'État français. Il a eu des assurances de la part du consul, de l'ambassadeur français à cette époque, que la dette serait réglée dans l'année. L'année suivante, au moment de présenter ses lettres de créance, il y a la fameuse histoire de l'éventail, puisque effectivement rien n'a été réglé. Le dé d'Alger a reproché au consul de ne pas tenir ses engagements, il a fouetté, voilà, lui a donné une tape avec son éventail, ce qui a provoqué bien sûr une crise diplomatique majeure, parce que on peut comprendre l'acte humiliant. Il y a eu en 1829 également le bombardement de la Provence qui était un bateau qui transportait les parlementaires, a été bombardé par les canons algériens, et ceci a provoqué le débarquement, puisque c'était considéré comme un casus belli, une cause de guerre qui a provoqué le débarquement des troupes françaises en Algérie. Donc ces troupes, à la grande surprise, arrivent à faire tomber cette forteresse d'Alger. Même Charles Quint, grand empereur d'Europe, s'était cassé les dents, a réussi à prendre Alger, à prendre son nord, et là se posait la question de que faire de cette prise. Alors, les premières indications consistaient à dire que on va se limiter, comme les Espagnols en leur temps, à une occupation des villes du littoral pour favoriser l'essor commercial. Mais très vite, les potentialités offertes par cette terre ont aiguisé les appétits, et à cette époque, il faut bien voir que l'entreprise coloniale en tant que telle n'était pas vue comme quelque chose
de négatif. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'apporter la civilisation à des gens pour leur faire profiter du modernisme issu de la révolution industrielle. Et donc, au sein du Parlement de Paris, les gens ont promulgué le fait que l'entreprise coloniale devait se faire. Et il faut comprendre comment cette histoire s'est traduite dans les faits. C'est-à-dire qu'il est très important, là aussi, de comprendre le cheminement, les raisons du comment et comment ceci a été concrétisé dans les faits. Donc là, pour se rendre compte de la violence de cette entreprise coloniale et du traumatisme qu'elle a pu représenter pour les populations autochtones, je vous propose d'écouter René Vauthier, historien français, voilà, pour une courte vidéo de quelques minutes, et on se retrouve tout de suite après. Les méthodes. Alors j'ai pris des documents à la Bibliothèque nationale à Paris, des témoignages des conquérants de l'époque, des conquérants français. D'abord, des extraits du bréviaire que l'on avait remis aux officiers et soldats qui s'en allaient en Afrique. Cela s'appelait « Aperçu historique, statistique et topographique sur l'état d'Alger ». Voici quelques-uns de ces extraits. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes, qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion. Beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. Alors, allez-y, des terres vacantes et des femmes consentantes qui n'attendent que les soldats français. Et puis, à côté, j'ai vu d'autres documents qui marquent l'étonnement des officiers français qui débarquaient en Afrique. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. La végétation y est superbe, et partout des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits y sont en abondance, un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Roset, dans Voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Le ministre de la guerre de l'époque, il s'appelait Girard. Il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. Christian, dans l'Afrique française, un détachement de l'armée parti d'Alger surprend la tribu désarmée des Olifia et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Olifia seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes, encore attachés à des poignets coupés, et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair, au nom de la civilisation. Le colonel François de Montagnac. Selon moi, toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge et de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. Saint-Arnaud, il était commandant et c'était aussi un mari très attentionné. Il écrit à sa femme: « Chère Louise, je suis bivouaqué par une chaleur de 40 degrés au milieu de 20 villages superbes qui ne se sont jamais bien soumis. Je leur ai donné jusqu'à ce soir pour payer les impôts et les amendes que je leur inflige. S'ils ne s'exécutent pas, j'enverrai 3 colonnes brûler tout. » En juin 1845, la tribu des Ouled Riha, chassée de ses douars par les détachements incendiaires du colonel Pélissier, se réfugie dans des grottes de montagne. Ordre du maréchal Bugeaud.
Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béha, fumez-les à outrance comme des renards. Voici le récit d'un témoin, français bien sûr. Voir au milieu de la nuit, à la faveur de la lune, un corps de troupes françaises occupé à entretenir un feu infernal. Entendre les sourds gémissements des hommes, des femmes, des enfants et des animaux, le craquement des rochers calcinés s'écroulant. Le matin, quand on chercha à dégager l'entrée des cavernes, gisaient des bœufs, des ânes, des moutons. Parmi les animaux, entassés sous eux, on trouvait des hommes, des femmes, des enfants. J'ai vu un homme mort, le genou à terre, la main crispée sur la corne d'un bœuf. Devant lui était une femme tenant son enfant dans ses bras. Cet homme avait été asphyxié au moment où il cherchait à préserver sa famille de la rage de cet animal. On a compté 760 cadavres. Le 8 mai 1845, Saint-Arnaud découvre 500 Algériens qui s'abritent dans une grotte entre Ténès et Mostaganem. Saint-Arnaud ordonne à ses soldats de les emmurer vivants. Il écrit « Je fais boucher hermétiquement toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira à jamais les cadavres de ces fanatiques. » C'est à peu près ce qu'ont dit les Allemands en massacrant le village d'Oradour-sur-Glane. Montagnac, toujours lui, le colonel. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants. Vous me demandez ce que nous faisons des femmes que nous prenons? On en garde quelques-unes comme otages. Les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Toujours au nom de la civilisation. Nous rapportons un plein baril d'oreilles récolté pair à pair sur les prisonniers. Il contient même celle d'un de nos 58 gendarmes morts de maladie. 2 pièces de 100 sous ne sont pas à dédaigner. Le maréchal Soult, ministre de la guerre, répondant à des questions à la Chambre des députés. En Europe, un tel acte serait horrible et détestable. En Afrique, c'est la guerre même. C'est la guerre même, c'est du moins ce que dit le ministre français, mais en face, voici un décret pris par l'émir des Arabes, l'émir Abdelkader. Tout Arabe qui amènera vivant un soldat français recevra pour récompense la somme de 8 douros. Tout Arabe qui aura un Français en sa possession sera tenu de le bien traiter et de le conduire le plus promptement possible, soit devant le califat, soit devant l'émir lui-même. Dans le cas où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'Arabe n'aura droit à aucune récompense. À la lecture de ce décret, question d'un soldat algérien, quelle récompense pour un prisonnier vivant? L'émir répond 8 douros. Et pour une tête coupée, l'émir répond 25 coups de bâton sur la plante des pieds. De quel côté était la civilisation? J'ai donc fait ce film avec les citations et des dessins et gravures qui étaient à la Bibliothèque nationale à Paris, et j'ai proposé le film à la Ligue de l'enseignement pour qu'il soit projeté dans les lycées et collèges de France et de Navarre. La Ligue de l'enseignement l'a refusé avec cette appréciation. Quoique très correctement réalisé et basé sur des documents indiscutables, ce film va à l'encontre de toutes les idées qui servent de base à l'enseignement de la pénétration française en Afrique du Nord, ce qui rend sa diffusion impossible. C'était reconnaître que l'enseignement n'avait pas pour but l'éducation, c'est-à-dire l'ouverture vers la réalité, mais l'endoctrinement au service d'une idée politique, ici. Voilà. Donc, ça se passe évidemment 2 commentaires. Alors, pour aller plus loin, les archives démontrent comment concrètement le processus colonial se réalisait dans les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mener une telle entreprise de colonisation, de peuplement, l'entreprise coloniale était basée sur une migration européenne, pas uniquement française. Et les Français autochtones représentaient d'ailleurs une minorité de colons. La grande majorité était de souche sud-européenne, donc espagnole, italienne, maltaise. C'est eux qui sont venus en masse en Algérie, donc sans jamais venir de métropoles françaises. Ils venaient effectivement de ces pays du sud de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on offrait à ces colons? En fait, tout simplement pour les personnes qui venaient avec la possibilité financière d'acheter une maison, donc des moyens financiers de construire leur maison, c'est 10 hectares des meilleures terres qui leur étaient offertes. Donc des terres qui étaient spoliées aux populations autochtones, puisque ces mêmes populations étaient propriétaires de leur foncier à travers le droit coutumier. Ce qu'on appelle le melkia. Le droit coutumier, c'est que dans telle tribu, on sait que telle famille détient telle portion de terre. Ne pouvant pas produire de cadastre, c'était de titres fonciers, c'était la raison de la spoliation, le prétexte pour leur spolier les terres et les donner à des colons étrangers, donc venus
Ici, pour ceux qui avaient les moyens de construire leur maison, on leur offrait de fait 10 hectares. Pour un ancien militaire de l'armée française, donc qui quittait l'armée française, qui a fait son service, c'était 6 hectares offerts. Pour quelqu'un qui venait sans argent, imaginez un Espagnol qui arrivait en Algérie, sans le sou, sans aucun sou, de fait, on lui a attribué 4 hectares. Alors imaginez le formidable appel d'air que cela a généré, et ça a eu tellement de succès que les autorités coloniales ont dû stopper le flux en imposant un an de subsistance pour pouvoir effectivement obtenir la pleine citoyenneté française, parce qu'il faut savoir que ces Espagnols, ces Italiens, Maltais, ces Européens qui arrivent en Algérie, de fait se voyaient attribuer immédiatement la pleine et entière citoyenneté algérienne. C'est un point évident quand on va savoir que les autochtones, spoliés de leur propre terre, eux n'ont jamais accédé à cette pleine citoyenneté. Parce qu'ils se retrouvaient citoyens français de fait, l'Algérie étant coupée en 3 départements, pas territoires, départements français, mais les indigènes, les autochtones, eux, étaient soumis au code d'exception, ce qu'on appelle le code de l'indigénat. Donc très concrètement, sur leur carte d'identité était stipulé musulmans. Donc leur religion qui faisait d'eux les indigènes. Et les conséquences, c'était qu'ils tombaient sous le coup de lois d'exception qui leur étaient propres, et d'un statut politique équivalent au statut de l'apartheid qui a prévalu en Afrique du Sud toute une partie du XXe siècle. Ces musulmans qui étaient majoritaires sur leur terre votaient pour un deuxième collège, donc un sous-parlement, où, dans le cadre de la représentation législative, jusqu'en 1919, ils représentaient 1/5 du corps législatif. Et à partir de 1919, un tiers du corps législatif, les 2 tiers étant dévolus de fait aux colons. Donc on était là dans 3 départements français, départements, dans une situation d'apartheid, qui n'a pas duré 5 ans, qui n'a pas duré 15 ans, qui a duré 132 ans. Donc comment voulez-vous que la République assume cette réalité en face? Et vous rajoutez à cela cette période de décolonisation des années 50-60, qui s'est concrétisée en Algérie par une guerre extrêmement violente, qui a duré 8 ans, qui a eu pour conséquence des centaines de milliers d'Algériens. Les autorités algériennes parlent de 1,1 million de morts. Les historiens français parlent de 500 000, mais en l'occurrence des civils, parce qu'il y avait au plus fort de la rébellion 70 000 hommes en armes, donc maquisards en armes, le reste étant des civils. Comme toutes les guerres asymétriques, ceci a provoqué des violences extrêmes. Et les 132 ans de colonisation, c'était une longue litanie de massacres. Très concrètement, depuis la période dite de pacification de 1830, qui s'est poursuivie jusqu'en 1870, ça n'a pas été une balade de plaisir. Qui reprend l'histoire, voit que c'est une longue litanie de massacres, dans l'arrière-pays oranais notamment, qui était l'épicentre de la révolte de l'émir Abdelkader. C'est 80% de la population autochtone qui a été massacrée. Voilà, donc ça c'est une réalité, c'est une tentative génocidaire. Et si d'ailleurs le génocide n'est pas allé jusqu'au bout, c'est pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'une fois que les terres étaient attribuées, que les colons exploitaient ces terres, il fallait de la main-d'œuvre. Donc c'est à l'issue de ces massacres qu'une main-d'œuvre servile, docile, a été soumise. Donc quand on écoute effectivement les historiens et ceux qui ont planché sur la situation de l'Algérie précoloniale, on n'avait pas à faire un peuple d'illettrés. On n'avait pas à faire une civilisation, on avait à faire justement une vraie civilisation. Voilà. Mais c'est la différence technologique liée à la révolution industrielle qui a créé ce décalage et cette possibilité militaire d'occupation et de massacre de masse. Donc, ceci a perduré pendant 132 ans. Donc, vous imaginez bien qu'il est très difficile pour la République d'assumer cette histoire. Il faudrait passer des heures, mais en 1945, au moment où des dizaines de milliers d'indigènes musulmans issus du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest meurent sur les champs de bataille, avec la promesse du droit à l'autodétermination, puisque la fraternité entre soldats, quand vous êtes sur un champ de bataille, vous créez des liens. Donc on avait promis à ces soldats venus des campagnes d'Afrique qu'à leur retour, ils auront la possibilité d'obtenir l'autodétermination, le choix de prendre leur destin en main. Quand en 1945, le 8 mai 1945, au moment où le gouvernement issu de la résistance, donc le gouvernement
créé par De Gaulle, chef de file de la résistance, qui va de la droite aux communistes, de tout l'ensemble des Français qui ont résisté au nazisme. Au moment où on fête la libération, le 8 mai 1945, dans les rues de Paris, dans l'Est algérien, du côté de Guelma, Sétif, Kherrata, c'est une semaine de massacre pour des gens qui sont venus réclamer leur dû en sortant le drapeau national et en réclamant effectivement l'accès au minimum à la pleine citoyenneté, à l'égalité des droits. Et c'est la mitrailleuse qui a répondu. On parle de 45 000 tués pendant une semaine. Donc c'est en fait la guerre d'Algérie, c'est 132 ans de guerre. Et c'est ça qui est très difficile à regarder parce que c'était des régions, dans des régions différentes. La seule différence avec ce qu'on appelle la guerre d'Algérie à partir de 1954, c'est que l'ensemble du territoire algérien se soulève pour se libérer. C'est ça la grande différence. Et il y a un corps expéditionnaire français de 500 000 hommes qui est envoyé, autant que les Américains en Vietnam. Donc il y a toute une classe d'âge de jeunes Français qui ont été envoyés en Algérie et qui sont revenus. Alors, on est comme toute guerre asymétrique. Quand vous voyez votre ami tué, exécuté, vous avez 19 ans, vous ramassez son corps parce qu'il y a eu 26 000 soldats français tués dans ce qu'on appelle le Djebel. 26 000, ça laisse des traces. Donc exactions, torture, dans les milieux urbains, évidemment, c'est ce qu'on appelle le terrorisme, donc la guerre asymétrique, les résistants, exactement comme les réseaux de résistants lors de l'occupation allemande de la France, qui ont fait sauter les préfectures, voilà, qui se sont attaqués à des trains. En Algérie, on appelait ça, la presse appelait ça du terrorisme, alors qu'il s'agissait bien de maquisards, de résistants, qui appliquaient les mêmes méthodes de la résistance face au nazisme, qui voulaient se libérer une fois pour toutes du joug colonial. Et donc cette vérité n'a jamais été regardée en face. Je me souviens, moi, qui suis passé par les bancs de l'école de la République, au lycée, la manière d'enseigner les événements d'Algérie, on parlait d'événements encore à l'époque, c'est, pour le dire, on va rester, voilà, c'est très soft. On parle d'une guerre de décolonisation, voilà, mais sans, évidemment, on ne va pas ici reprendre l'ensemble de l'histoire de la période algérienne, mais encore une fois, c'est une histoire extrêmement violente, de massacres commandités par la République, la même République qui après s'est permis de juger Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, dans un procès. Voilà, et d'ailleurs Jacques Vergès, à l'époque, qui était l'avocat de Klaus Barbie, a mené un procès de rupture en expliquant que le tribunal n'était pas habilité à juger Klaus Barbie, dans la mesure où si justice il devait y avoir, c'est contre l'ensemble des criminels de guerre et contre l'ensemble des crimes de guerre. On ne va pas juger Klaus Barbie, qui n'a été qu'un soldat et qui n'a fait qu'obéir aux ordres, exactement comme les militaires en Algérie. Vous voyez tout le problème. Et c'est une vraie difficulté pour la France, pour la République française, de regarder cette réalité en face et de l'assumer, d'autant qu'il y a une lutte mémorielle en France, parce que le drame algérien, c'est que vous avez au jour d'aujourd'hui près de 25%, ce qui est énorme, 25% de la population française qui ont un lien direct ou indirect avec cette histoire. Effectivement, si on prend en compte les Pieds-Noirs, alors les Pieds-Noirs, dont la grande majorité, je le répète, sont issus d'une migration européenne, et non pas française de souche, européenne, qui s'est retrouvée en Algérie, et pour certains pendant 7 générations, donc qui ont 7 générations enterrées dans cette terre. Du jour au lendemain, ils ont dû tout quitter en perdant leur terre, par définition, pour se retrouver en métropole, très mal accueillis. Vous imaginez que ça a pu les souffrances que cela a pu provoquer, et le ressentiment de ces gens. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle les pieds noirs. Il y a les Juifs d'Algérie. Le Juif d'Algérie n'est pas un pied noir. Le Juif d'Algérie était là de façon ancestrale. On parle de 3000 ans de présence juive en Algérie qui a été balayée parce que la particularité des Zemmour, de l'histoire de Zemmour, de cette blessure narcissique, Zemmour étant un représentant direct de cette lutte mémorielle en France. Puisque l'histoire des Zemmour, c'est quoi? C'est qu'élevé au statut entier de la citoyenneté française en 1870 par le décret Crémieux, donc ce parlementaire français juif qui a élevé ses coreligionnaires algériens au rang de la citoyenneté, du droit plein et entier d'accession à la citoyenneté. Contrairement, je le répète, aux musulmans, qui eux restaient des citoyens de seconde zone de fait. Donc ça a créé une coupure entre les Juifs d'Algérie et leurs compatriotes musulmans. Et Zemmour est le pur produit de cette histoire dite d'émancipation. Et donc, en l'occurrence,
ces Juifs d'Algérie qui ont perdu une terre ancestrale dans laquelle ils étaient présents depuis 3000 ans, imaginez la souffrance que cela a pu provoquer. Prenez l'immigration post-coloniale de ces Algériens dont je suis issu, qui sont nés en France, de parents qui ont vécu dans leur chair la guerre d'Algérie, et vous n'avez aucune, je dis bien aucune famille algérienne. Aucune. Si vous interrogez un Algérien de plus de 50 ans, tous les Algériens de plus de 50 ans vous parleront d'un temps, d'un oncle, d'un proche ou deux proches qui ont perdu la vie lors de cette période. Si on prend le cas, ne serait-ce que de ma famille paternelle, un livre a été écrit sur cette tribu de Maja, des environs de Mascara, de la région de Mascara en Algérie, dans l'ouest algérien, sur cette tribu qui comptait à l'époque près de 500, un peu plus de 500 hommes en âge de prendre les armes, donc à partir de 16 ans. Il y en a 113 qui ont été tués lors de cette guerre, plus une quarantaine disparus dont on ne sait rien quant à leur disparition. Donc on sait très bien qu'en fait on n'a jamais retrouvé le corps. Donc ça fait près d'un tiers de cette tribu qui a subi dans sa chair, qui a porté le prix du sang, pour le prix de cette libération. Et ça, c'est pour l'ensemble du territoire algérien. Si on parle des régions montagneuses comme la Kabylie ou les Aurès, alors là, aucun homme âgé de 16 ans ne pouvait ne pas porter les armes, soit d'un côté, soit dans l'autre. Et ça rajoute à la complexité de l'histoire de ces harkis. Les harkis, on parle de 400 000 supplétifs algériens, musulmans, qui ont porté les armes pour défendre la France, donc la colonie. Ben oui, parce que peu d'instructions, il y a des histoires comme ça, des drames humains. Tous les harkis n'ont pas fait du mal. Beaucoup se sont retrouvés enrôlés de fait, n'ayant pas le choix, portant l'uniforme, trouvant à manger et étant enrôlés comme supplétifs dans l'armée coloniale. Mais ces harkis ont été abandonnés sur le terrain au moment du cessez-le-feu. De Gaulle a donné l'ordre de les désarmer. Il y a eu des exactions. On parle de 3000 harkis qui sont passés, considérés comme des collabos par les Algériens de fait, ont été passés par les armes. Et les autres ont été, exactement comme les collabos au lendemain de la libération du territoire français, pardonnés, ont bénéficié d'une politique du pardon. Mais beaucoup ont dû fuir, craignant pour leur vie, et se sont retrouvés en France. Imaginez les descendants de ces harkis qui se retrouvent en France, dont le père a choisi le camp de la France et se retrouve dans des baraquements du côté d'Aubagne, notamment, dans des conditions insalubres, traités avec tout ce qu'on peut imaginer. Imaginez le ressentiment de cette souffrance mémorielle de ces harkis. Et vous rajoutez à ça toute une génération de 500 000, une génération entière, 500 000 hommes mobilisés en Algérie, se retrouvant dans le Djebel, à crapahuter dans le Djebel en cherchant le maquisard qui est sur une terre qui lui était parfaitement étrangère. Pensez à ce ch'ti, à ce breton, voilà, ce provençal qui se retrouve sur ce Djebel algérien, où il y a encore une fois 26 000 soldats français qui ont perdu leur vie, de ces jeunes qui reviennent de cette épopée et qui, pour certains, ont gardé un certain ressentiment. Voilà. Donc, il y a une telle chape de plomb sur cette histoire que la République a préféré en faire un tabou. On n'en parle pas. Or, beaucoup prennent en exemple la réconciliation France-Allemagne, en disant qu'il s'agit de dépasser cette histoire. Très bien, parfait. Mais on oublie une chose importante, c'est que en France comme en Allemagne, tout a été dit. On a parlé des massacres d'Oradour, mais pas seulement, de la situation des malgré-nous en Alsace. Enfin, tout a été écrit. Moi, je me souviens, encore une fois, à l'école française, que ce soit dès la primaire, au moment de la commémoration des armistices et autres, hop, on nous repassait une couche, tous les ans, sur l'histoire franco-allemande, et des deux côtés. Une dénazification de l'Allemagne, un travail de réconciliation en profondeur, en ouvrant les archives et en étudiant la réalité telle qu'elle a eu lieu, sans faux semblant. Voilà, il n'y a pas eu... les Allemands ne sont pas défaussés. Ils ont fait ce travail. Ce travail, jamais... On ne peut pas prendre du cas des Américains vis-à-vis du Vietnam. Il y a aussi un travail qui a été fait par les universitaires aux États-Unis, de ce travail, effectivement, des exactions commises au Vietnam. Ce qui concerne l'Algérie, c'est des bribes, par-ci, par-là. Mais au moment où on parle, la République a toujours refusé d'ouvrir les archives, de rendre les archives publiques. C'est toujours sous le sceau du secret défense, alors que les archives, à partir d'un certain moment, deviennent publiques. Les historiens n'ont pas le droit et n'ont pas accès à ces archives. Ces archives où on va retrouver effectivement la longue litanie de massacres de l'histoire coloniale de l'Algérie. Et c'est d'ailleurs ce qui crée les conflits encore actuels, parce que
Mettez-vous à la place des différents gouvernements algériens quand ils reçoivent des officiels français. C'est bien beau de parler de coopération, de commerce, d'échange, mais à un moment, il y a 132 ans d'histoire commune. On peut en parler, c'est possible, parce qu'il y a encore des conséquences aujourd'hui, notamment sur les essais nucléaires dans le Sahara algérien, pour délimiter sur les cartes des zones précises, où des gens attrapent encore des cancers et autres, il y a encore des zones radioactives que les Algériens ne peuvent même pas placer sur une carte parce qu'on leur refuse l'accès à l'information. Entre autres. Mais j'ai visité en Algérie, par exemple, des zones qui étaient bombardées au napalm, avec toutes les conséquences écologiques. Ça n'a jamais été reconnu officiellement par nulle part, par aucun écrit officiel français. Bon, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas de repentance. Il ne s'agit même pas de demander pardon. Il s'agit simplement d'étudier les choses. Macron, dernièrement, a essayé avec la commission Stora, de Benjamin Stora, historien français juif d'Algérie, pour travailler sur ces histoires en parallèle avec une commission d'historiens algériens. Mais tout a bloqué parce que le rapport Stora, en l'occurrence, qui n'a pas été rendu public, il y a, vous savez ce que vous avez le lobby pied noir en France, encore une fois, cette lutte mémorielle qui empêche d'ouvrir et de voir cette réalité en face, chacun voulant prétendre qu'il a plus souffert que l'autre ou réclamant le fait de sa particularité face aux souffrances qu'il y a cette histoire. Et donc on n'en sort pas, et ça crée un tabou qui est extrêmement mauvais et qui crée des clivages sur lesquels des gens comme Zemmour, qui sont le pur produit de cette histoire, le pur produit, donc qui est issu de la blessure de sa famille, qui s'est approprié dans une espèce de revanche qui permet effectivement de dire que Zemmour, c'est le pur produit du décret Crémieux, que sa propre histoire, c'est pas tant l'amour de la France, mais c'est surtout la haine de l'Algérie et de l'islam. Il ne faut pas être psychanalyste pour découvrir cela. Et ceci vient rajouter donc, de l'eau au moulin de ces clivages et de ces peurs.